Bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné d'un super expert pour le dernier épisode de la saison 4. Nos Insta s'affichent actuellement à l'écran et je le dis pas assez, mais si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser votre commentaire, à partager. C'est réellement ce qui nous permet de produire ce type de contenu. Aujourd'hui, on va parler de l'autodiagnostic en santé mentale. C'est le fait de se diagnostiquer soi-même et d'utiliser comme ressource principale les réseaux sociaux, Internet, les forums de discussion. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on a le docteur Pierre Oswald. Je le dis bien ? Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si tu aimes bien qu'on prononce le... Oswald, peu importe. Ok. J'ai prévu une petite introduction pour t'annoncer au public. Est-ce que tu es prêt, Pierre ? Ouais, ça va me mettre à l'aise. Ouais, c'est exact. Alors, il se distingue par son esprit affûté, son humilité, son engagement sans faille pour la santé mentale. Pierre Oswald est psychiatre, chef du service de psychiatrie à l'hôpital universitaire de Bruxelles et professeur à l'UMONS et à l'ULB. C'est une véritable référence dans son domaine. Il jongle entre recherche, enseignement et pratique clinique avec une approche à la fois rigoureuse et profondément humaine. Il est spécialiste du TDAH de l'adulte, de psychologie médico-légale. Il consacre sa carrière à comprendre et traiter les complexités du psychisme humain. Mais au-delà des titres et des responsabilités, ceux qui ont travaillé avec lui parlent d'un leader inspirant, fédérateur et capable de révéler le potentiel de chacun avec bienveillance et humour. Il est fan. Tu verras. Il est fan de cinéma, Michel Sardou. Ouais. Il est podcasteur aussi à ses heures perdues. Et cerise sur le gâteau, j'accueille un alumni de cette vieille école mi-Poudlard, mi-Couvent, et qui est le Collège Saint-Michel de Bruxelles. Preuve incontestable, finalement, que les 1000 chemins arpentés dans cet énorme manoir mènent à une carrière tout simplement iconique. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour le docteur Pierre Oswald. Bon, est-ce que je me suis trompé sur un élément où tu voudrais éclaircir un peu, juste un point ? Oui, donc sur Michel Sardou, c'est... j'en suis pas super fier, mais c'est vrai. Et puis Saint-Michel, j'y ai passé que quelques années. J'ai passé pas mal d'autres années dans d'autres écoles, mais... Ok. Mais bon, voilà, une fois que tu passes là une journée, t'es quand même un ancien, donc ouais. C'est bon, là. Exactement. Ouais, c'est d'ailleurs un des premiers dans les mails que j'ai envoyés pour t'avoir dans le podcast. C'est ce que j'ai dit. C'est un ancien de Saint-Mich. Avant qu'on commence, j'ai une petite question pour vous déjà, cher public. À votre avis, quelles seraient les raisons pour lesquelles les personnes s'auto-diagnostiquent ? Marquez un petit peu vos réponses dans le lien, les QR codes qui sont disposés. Et pendant ce temps, pendant que vous marquez un petit peu vos réponses, j'ai une série de chiffres à vous partager sur l'ampleur un peu du phénomène, surtout auprès de la jeunesse. Sur TikTok, le hashtag Mental Health cumule plus de 42,6 milliards de vues. C'est absolument colossal, sachant que la plateforme a plus ou moins plusieurs milliards d'abonnés. Il y a une analyse de 100 vidéos, il y a une étude qui a été menée sur les 100 vidéos les plus populaires sur le TDAH sur TikTok, qui a montré que 52% des données étaient trompeuses, que 27% relataient des expériences personnelles et seulement 21% étaient jugées utiles. Ça m'a un peu étonné, mais pas tant étonné que ça, que sur TikTok il y a ça. Autre chiffre un petit peu intéressant, une étude qui a été menée à l'université de McGill au Québec il y a quelques années a montré qu'un jeune adulte sur 3 s'est déjà autodiagnostiqué une pathologie mentale en ligne, mais sans consultation médicale. Je me suis demandé si c'était peut-être même plus. Et puis, autre chiffre encore, si vous en voulez encore un petit peu.
46% des jeunes adultes 18-34 ans déclarent chercher un diagnostic de santé mentale sur Internet avant de consulter un ou une professionnelle. Voilà un petit peu sur les chiffres. Maintenant, les raisons que vous avez partagées pour lesquelles les personnes sociodiagnostiques, parce qu'il y a un problème d'accessibilité aux infrastructures de santé mentale. Ça, c'est un point. Honte d'en parler autour de soi, peur d'en parler à un médecin, évidemment. Et il y a, c'est plus rapide, simplement moins contraignant de rechercher un bon professionnel, le prise de rendez-vous, etc. Peur d'aller chez le psy, à nouveau, parce que les diagnostics officiels ne sont pas toujours accessibles, financièrement déjà, et parfois on ignore juste que c'est possible. J'imagine que c'est quelqu'un qui travaille un petit peu dans la santé mentale qui nous parle de ça. En termes de raison, parce que les gens ont besoin de se mettre dans une catégorie. Encore comme autre raison, je vais en lire une ou deux, et puis on va commencer notre échange un petit peu, mais... parfois parce qu'on lit du contenu auquel on s'associe et on pense que ça nous correspond. Et puis, à quoi d'autre comme réponse intéressante oui, c'est ça. Les gens s'autodiagnostiquent un peu parce qu'ils se sentent pas toujours à leur place et se sentent différents des autres. Ça, c'est... En tout cas, les premières suppositions à chaud de notre public. J'ai envie d'aller un peu à contresens, Pierre, et te demander pas directement sur l'autodiagnostic en santé mentale, mais plutôt dans ton parcours de métier. Aujourd'hui, t'es psychiatre, psychothérapeute, tes casquettes sont nombreuses. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait, à faire ce métier de psychiatre ? Moi, depuis toujours, j'ai envie de faire ça, donc j'ai de la chance, franchement, d'aimer ce que je fais et d'avoir toujours voulu faire ce métier. Moi, quand j'étais ado, je me baladais à Bruxelles et je voyais des gens parfois qui étaient différents. Je me dis, wow, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans leur tête. Et puis le cinéma, et puis tout ça, et puis la représentation de la folie. Et puis je me suis rendu compte que la folie, c'est peut-être la dernière liberté qu'on peut avoir. C'est pas qu'un slogan. Tu vois, je crois vraiment ça, et que quand tu côtoies des gens qui ont un problème en santé mentale, et je les ai rencontrés parfois dans des hôpitaux où ils sont là depuis longtemps, où tu as dit, j'ai fait la psychiatrie médico-légale, donc j'ai vu pas mal de personnes qui avaient aussi commis des crimes, des délits, tout ça. Je me dis quand même que la dernière liberté qu'ils ont, c'est d'être différents. Tu vois. Et ça me fascine, ça continue de me fasciner. Ça fait 25 ans maintenant que je fais de la psychiatrie et je m'en lasse pas. Je trouve ça extraordinaire parce que chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui est lié ou qui est touché par un problème de santé mentale, c'est comme si tu ouvrais un livre, c'est comme si tu allais au cinéma, c'est fascinant. Puis j'ai aussi appris que derrière ça, au-delà de la fascination, c'est de la souffrance, énormément de souffrance. Et que essayer vraiment de tendre la main à quelqu'un qui est dans cette souffrance-là, c'est valorisant, évidemment, quand on arrive un peu à les aider. Et puis, on a l'impression, c'est peut-être un peu narcissique, mais on a l'impression un peu d'être utile en faisant ça. Tu vois, et donc, fascination, une certaine forme d'utilité. Voilà, moi, c'est mon moteur. Mais franchement, depuis que j'ai 15 ans, j'ai envie de faire ça. Ouais. Donc, voilà. Et tu savais que c'était pas forcément parce qu'après, tu as fait des formations, tu t'es pas arrêté forcément à la psychiatrie, puisque tu es devenu psychothérapeute, tu as fait la psycho aussi, en plus. Tu n'as jamais arrêté les études, quoi. Non, je crois que j'ai fait 20 ans d'université. C'est pas une blague, mais pas tous les jours, mais... J'ai payé mon Minerval pendant 20 ans. Ouais. On l'a usé, tu vois. T'as ajouté pas mal de cordes à ton arc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui faisait Je sais pas, c'est une curiosité, peut-être un peu maladive. C'est comme ça que je m'autodiagnostique, en tout cas. Non, non, envie de vraiment de comprendre les choses. Et puis, plus évidemment, comme tout le monde, plus tu creuses des sujets, plus tu te rends compte qu'en fait, tu sais pas grand-chose. Et donc, je suis encore dans ce processus de vouloir encore me dire qu'il est possible d'apprendre plus de trucs. Et là, pour le moment, j'ai encore envie de savoir, je suis curieux. Il y a plein de choses qui bougent en plus en santé mentale. Un aspect essentiel, c'est que on sort un peu de la tour d'ivoire qu'on s'est constituée un petit peu entre nous.
et que de plus en plus de gens participent à ces efforts-là. Et ça, c'est super gai de voir comment on peut intégrer la place, la vie, les conseils, les opinions de tous dans un processus de soins. Et le dernier papier que j'ai écrit avec une collègue, c'était justement ça. C'était comment est-ce qu'on travaille ensemble pour une démarche de soins ou une démarche de diagnostic d'ailleurs. Donc il y a plein de choses qui bougent et moi j'ai pas envie de m'arrêter, donc autant continuer à apprendre. Avec l'équipe, on se disait que c'était un parcours un peu atypique dans le sens où tu as commencé par la science la plus exacte, on va dire, qui tend vers l'exactitude dans le secteur de la santé mentale pour faire un petit peu aller dans l'inverse, la psycho, qui peut parfois, dépendamment de certains, mais être estimée comme moins exacte, quoi. Ouais. C'est quand même, ça me semble être atypique, peut-être pas pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé, tu t'es dit, c'est à rajouter, c'est permettre un peu une vision holistique, est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Enfin, ouais, j'ai commencé par faire... j'ai eu la chance d'avoir accès à un poste de chercheur FNRS juste après mon diplôme de médecine, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun psychiatre qui voulait faire le FNRS. Ils voulaient tous faire de la psychothérapie, et c'est très bien. Et donc, moi, je voulais faire un peu de laboratoire, tout ça. Et je me suis retrouvé pendant quelques années à faire ça. Et je trouve que c'était une super école, parce que ça m'a imposé de bien maîtriser les concepts, d'être relativement sérieux quand j'abordais n'importe quelle situation clinique ou autre. D'abord, il y a un systématisme qu'on apprend, on fait ça, puis ça, puis ça. Et je trouve que c'était des concepts utiles à utiliser après pour les diversifier, pour un peu les modifier, pour les remettre en question. Si on a envie de remettre en question quelque chose, il faut bien connaître le truc, quoi. Et je crois que, alors sans trop le savoir, c'est un peu le chemin que j'ai suivi. D'abord, pendant quelques mois, je me suis occupé de souris, quoi. Et c'est grâce aux souris que j'ai compris parfois comment traiter certains de mes patients. Je trouve qu'il y a de tout là-dedans, à partir du moment où, à la fois au début, tu arrives à bien maîtriser le concept. Et comme je disais, après, tu l'attaques, tu le remets en question. Mais pour ça, il faut quand même avoir la matière, quoi. Ouais. Et ça, je crois que j'ai eu ça au début, quoi. Okay. Après, on abordera la question de l'autodiagnostic, mais comment tu définirais, c'est une question un peu difficile, hein. Ouais. Comment définirais-tu ta mission professionnelle? Je trouve que c'est une mission professionnelle, c'est de participer d'une meilleure compréhension de la santé mentale. Je trouve qu'on a encore tellement de trucs à faire là-dedans. Comprendre pour mieux aider, tu vois. Et c'est vrai que moi, le mécanisme de la compréhension, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Donc, comprendre, et c'est pour ça que j'essaie de multiplier parfois les sources de connaissances. Donc voilà, oui, non, c'est vraiment la compréhension, ça, c'est un truc qui me touche. Sur les réseaux sociaux, on voit fleurir des vidéos du type 5 signes que tu es anxieux ou comment savoir si tu es TDAH. Encore hier soir, j'ai été checké sur TikTok et j'ai lâché ça en hashtag, quoi. Et le nombre de vidéos qui pullulent ou une série de créateurs de contenu, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un peu un intérêt presque marketing au fait de devoir promouvoir autant ces sujets de santé mentale. J'ai envie de te demander, c'est un peu dur, mais comment tu expliques le fait que tout l'effervescence autour de ces questions, le TDAH, l'autisme, sur les plateformes de réseaux sociaux avec des présentations très courtes, comment tu l'expliques un petit peu? Oui, il y a plein d'explications, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Mais la première chose, je trouve que c'est un mécanisme tout à fait légitime. Je veux dire, je parlais de compréhension de la santé mentale, on a envie de se comprendre aussi soi-même. Et je trouve ça tout à fait légitime que les gens aillent récolter l'info là où ils peuvent la récolter. Moi, je trouve que c'est un phénomène assez sain. Mais comme on l'a dit ici au début du podcast, il y a des motivations qui, elles, peuvent être super différentes. Il y a ceux qui se posent un diagnostic ou qui cherchent un diagnostic parce qu'ils n'ont pas eu accès à un professionnel. D'autres parce qu'ils pensent que les critères que nous, on utilise comme professionnels, ça ne vaut rien. Et donc, ils se disent, même si je vais le voir, il va dire que je ne suis pas autiste, donc je ne vais pas le voir.
Et puis derrière ça, il y a un truc qui est pour moi essentiel, c'est qu'à la limite, le diagnostic, on s'en fiche. Franchement, c'est une grille de lecture, un diagnostic. C'est un instant T de l'évolution, d'une culture, d'une époque. Un diagnostic est en fait un consensus entre experts en psychiatrie. Puisqu'on n'a pas, comme dans le diabète, le marqueur biologique qui nous dit « tu l'as, tu l'as pas ». En psychiatrie et en santé mentale, ce sont tous des diagnostics qui sont éminemment subjectifs et qui sont valides parce que tu as plusieurs experts qui ont dit que c'était ça, quoi. Mais c'est que ça. Et donc, c'est parfois, et à raison, remis en question par des gens qui vont chercher un diagnostic qui n'est pas celui qui est habituellement admis dans nos classifications habituelles. Et donc, il m'arrive assez fréquemment d'avoir des patients qui viennent me voir en disant « Voilà, je me suis auto-diagnostiqué TDAH ou auto-diagnostiqué autiste. » J'ai dit « Ok, c'est pas faux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et quelle est la motivation de cette démarche ? C'est quoi qu'il y a derrière ? C'est une souffrance ? C'est un besoin d'identité ? Parce que bien souvent... Les gens qui sont à la recherche de ce genre de diagnostic confondent identité et diagnostic. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un avec un diagnostic, je suis avant tout un autiste parce que j'ai été sur Internet et j'ai vu que... Donc, tu vois, il y a plein de motivations qui peuvent expliquer ça. Derrière ça, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est quand même de contextualiser toujours, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'avant on est allé et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Tout à fait. Il y a vraiment à boire et à manger à travers ta réponse de maintenant. Je reviens un peu sur la question de comment et pourquoi on voit fleurir un petit peu toutes ces vidéos avec ces titres hyper accrocheurs, etc. Quelque part, tu es en train de dire, il faut déjà faire preuve d'indulgence de ces gens qui cherchent des réponses sur Internet parce qu'on se pose tous des questions sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir ou pour justifier un petit peu un comportement ou entre guillemets un symptôme qu'on pourrait constater auprès de soi-même. Et puis tu vas un peu plus loin. Je me disais, en t'entendant parler, en t'écoutant, je me dis, c'est fou parce que j'ai l'impression, tu vois, de plus en plus qu'il y a une sorte de pop psychologie, quoi. Ouais. Tu vois, une sorte de psychologie de comptoir, mais qui s'est répandue, et en plus sur les réseaux. Et je me demande si elle appartient pas un petit peu à notre génération aussi, quoi. Ouais. Ou peut-être pas du tout. Peut-être tu me diras, non, ça existait bien il y a quelques temps aussi. C'est peut-être que on a l'impression que c'est hyper grand avec les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est un peu simplifié. 5 raisons, et puis après lister les comportements. Et quand je regarde les vidéos, c'est des vidéos... alors c'est peut-être moi avec mon jugement, je sais pas, hein, mais c'est dit de manière... je me souviens plus ce que j'ai vu hier, mais c'était... ah oui, tu regardes souvent par la fenêtre, t'es hyperactif, quoi. Ouais. Je suis là, attends, mais frérot, c'est quand même... c'est exagéré de penser comme ça, quoi. T'as un commentaire là-dessus ou... J'ai plein de choses à dire là-dessus. J'abonde, t'as raison là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que... Alors ça, c'est peut-être la faute, s'il y en a une, à tout le secteur de la santé mentale, et en particulier des psychiatres qui, au cours des décennies, ont essayé d'établir des critères, et des critères relativement simples. Tu sais, pour la schizophrénie, tu as 3 critères, donc 3 ou 4. Et alors qu'on sait que c'est un trouble, si tant est que c'est un trouble, en tout cas, c'est un élément de vie qui est bien plus complexe que 4 critères qui n'ont pas de relation les uns avec les autres. Et donc, on a nos nosographies, on appelle ça le DSM, tu vois, notre fameux bouquin qui indique les critères de maladie mentale. Et par exemple, pour le TDAH, tu as 12 critères. Alors, c'est facile de les taper sur le net et dire combien vous en avez. Et en plus, pour poser le diagnostic, il faut qu'il y en ait 6 ou 7 ou 5 selon ton âge. Et donc, c'est assez simple de lire le tableau, voir si on a les critères. Hop, on coche les cases et hop, bingo, tu as un diagnostic. Facile. Et parfois, c'est juste. La plupart des patients qui viennent me voir, ouais, ok, vous avez raison. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que dans le DSM, au-delà des tableaux de critères, il y a quand même 5-6 pages avant et après qui disent attention, il faut nuancer. Entre les hommes et les femmes, c'est pas la même chose. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a peut-être ce qu'on appelle des comorbidités, donc des troubles annexes. Il y a des moments où on peut poser le diagnostic, d'autres moments non. Donc, et qu'un diagnostic, c'est pas oui-non, quoi. C'est quelque chose d'éminemment dimensionnel. Donc, et c'est là que
que peut parfois se poser un petit peu cette question de c'est quoi le statut du diagnostic. Et je répète, le diagnostic, si j'allais jusqu'au bout de ma pensée, je dirais le diagnostic, c'est un truc de médecin, franchement. Laissez-nous ça, laissez-nous au moins ce truc-là. Et on n'a pas fait toutes ces études juste pour... voilà. Et ce que je montre aux étudiants de première année de médecine, où je montre un influenceur TikTok qui pose des diagnostics de TDAH, puis je montre ma photo à côté. J'ai fait 12 ans d'études et tout pour poser des diagnostics. Et t'as le mec, un influenceur, en 5 minutes, il pose le même diagnostic. Et en fait, parce que l'objectif n'est pas le même. Ouais, on va peut-être tous les deux arriver à une grille de lecture qui sera identique au début, mais alors, de nouveau, sans me la péter à fond, mais l'idée, c'est qu'encore, toujours, je disais, contextualiser le diagnostic. Le diagnostic, en soi, c'est pas une fin, quoi. Ce n'est que le début de quelque chose. Et là, franchement, j'ai pas l'impression que mon copain influenceur, il est super calé dans ce qu'on fait après le diagnostic. Donc voilà. Alors, et puis alors, la dernière chose aussi, c'est moi, je pense que derrière ça, il y a une vraie volonté de se comprendre. Il y a l'inaccessibilité aussi des soins. Ça, c'est des vrais problèmes, parce que c'est clair que on est dans des situations actuellement où les délais d'attente sont monstrueux, où il n'y a pas de réelle possibilité à frais relativement abordables de faire un bon diagnostic dans l'immédiat. Donc, ouais, je comprends aussi. Donc, ça vient quand même mettre en évidence des manques et des manquements et aussi une souffrance sociétale qui est claire, quoi. Donc voilà. C'est bien que tu parles des patients qui pourraient arriver dans ton cabinet, à l'hôpital ou quoi ou qu'est-ce, qui viennent te voir. Je me demandais, toi, qu'est-ce que tu préfères entre un patient qui vient chez toi avec aucune idée du problème qu'il ou elle pourrait avoir, et à l'inverse, une personne avec une idée très précise qui dit « Attends, docteur Oswald, non, je sais ce que j'ai en fait. Voilà, je suis atteinte de ça. Sur le TSA, je suis ça. » Si tu devais faire un choix, qu'est-ce que tu prendrais? Je sais pas. Moi, c'est un peu plus de boulot quand même avec la personne qui vient complètement naïve comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de temps. Donc il y a le suivant qui attend dans la salle d'attente et tout. Donc il faut être un peu plus... Le deuxième viendra avec ses critères, etc. Donc là, on peut déjà peut-être passer à la réflexion sur, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et de toute façon, un diagnostic, ça ne se fait jamais en une seule consultation. Donc il faut toujours plus de temps. Non, je pense que... Je me dirais que le premier a peut-être une personnalité un peu plus évitante, que le deuxième, ça doit être peut-être un obsessionnel compulsif, qui perfectionniste, tout ça. Donc... ouais, je sais pas, je m'intéresserai un petit peu à ce qu'il y a derrière. Et dans les deux cas, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de savoir un peu à qui t'as affaire. Ouais. Mais ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est avant tout le processus, en fait. C'est de se dire, la personne qui vient et qui... t'as parlé de la question de l'identité. J'aimerais en faire qu'on en parle aussi après. Mais le simple fait de ne pas s'arrêter au diagnostic, tout simplement, et se dire moi j'ai ça et en fait c'est tout, c'est quelque chose d'important pour toi, que tout le travail que ça implique après, et c'est ça en fait ta profession aussi, peut-être, j'imagine. Je dis mais c'est le travail que je fais après avec les patients, et ça ne fait que peut-être aiguiller le fait d'avoir ce diagnostic, quoi. Ouais, pour moi c'est évidemment le cœur du boulot, mais je me suis rendu compte aussi avec les années que la question du diagnostic était hyper importante pour la plupart des patients. Pourquoi ? Se raccrocher soit à, comme je disais tout à l'heure, le diagnostic identité. Ah, si j'ai ça, c'est donc pour ça que j'ai fait ça, que je suis comme ça, que j'ai telle ou telle difficulté ou telle facilité. Amener quand même une ébauche d'explication à certains fonctionnements, c'est à la fois apaisant, ça peut être rassurant, et puis ça peut être aussi la porte ouverte vers un changement. Tu vois, et ça, c'est... Poser un diagnostic reste un truc qui a de l'importance. Et puis, le diagnostic peut non seulement expliquer certaines choses, et puis on a aussi une époque où il y a beaucoup de paperasse. Si tu veux avoir des aménagements à l'UNIF ou ailleurs, faut un papier disant que tu as ça, ça et ça. Donc, d'un point de vue administratif, c'est important. Le diagnostic reste important pour avoir accès à des remboursements. Donc, dans le TDAH, il faut attester d'un diagnostic chez les jeunes pour avoir accès au remboursement. Donc, le diagnostic reste important, tant
pour la personne en tant que telle, parce que ça lui permet de se raccrocher à un cadre de compréhension, et puis aussi pour la société dans son ensemble, qui fonctionne beaucoup, selon le système du diagnostic. Et donc, ouais, ça reste important. Mais une fois que ce truc est fait, ce qui nous intéresse, c'est les différentes dimensions de fonctionnement. Il y a des diagnostics qui n'empêchent pas de vivre, il y a des diagnostics qui empêchent de vivre, selon certains modes, selon certains domaines de vie, et c'est ça qu'il faut investiguer. C'est ça qu'il faut investiguer, et pas tant le diagnostic en tant que tel. Et dans les traitements, on est ce qu'on appelle transdiagnostic. Tu sais, en psychothérapie, la personne, en général, en face de toi, qu'elle soit une phobique sociale ou la phobie des araignées, à moins que tu fasses vraiment des thérapies cognitivo-comportementales vraiment très classiques, globalement, ton approche sera la même. Donc, finalement, le diagnostic est pas si essentiel que ça quand tu abordes un traitement, même médicamenteux, tu vois. Donc, le diagnostic, c'est pour moi secondaire, mais ça a l'importance. Et donc ça, il faut valider ça aussi auprès des patients, me semble-t-il. Tu vois. Ici, on a toute une série de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont pas du tout dans le domaine de la psycho. J'ai envie que tu me répondes comme si j'étais un enfant de 6 ans, mais... C'est ce que je fais depuis... c'est vrai, évidemment, tu vois, je suis là à faire le type... Excuse-moi, tu m'as lancé une perche, je suis désolé. Écoute, c'est à peu près sérieux, donc évidemment... C'est pas vrai en plus. J'essaie de bien faire le boulot. Non. Mais t'es spécialiste en TDAH adulte. C'est quoi le TDAH ? Comment tu le définirais pour un gosse de 6 ans ? C'est-à-dire moi. Alors, TDAH, là aussi, tu as plein de critères, mais non, tu n'en as pas plein, mais il y en a quelques-uns. Tu as les 18 critères. Mais s'il faut retenir un truc du TDAH, 2 peut-être, d'abord que c'est un trouble de la régulation d'abord de l'attention, tous ces phénomènes cognitifs qui te permettent d'apprendre, de te concentrer, etc. Ça, c'est le premier domaine, un problème de régulation. Donc parfois, il y en a trop, parfois, il n'y en a pas assez. Tu as des gens qui hyper-focalisent, en général sur ce qu'ils aiment bien, mais qui n'arrivent pas du tout à être attentifs sur ce qu'ils n'aiment pas. Et donc, c'est un vrai souci à certains moments où vraiment, à la fin, ils font que ce qu'ils aiment, tu vois, et attirés par les satisfactions immédiates, ils vont se concentrer dessus et oublier que, malheureusement, dans la vie, il y a des trucs moins gais à faire et qu'il faut faire. Donc, c'est un problème de régulation attentionnelle. Et à côté de ça, tu as un problème de régulation émotionnelle où... l'hypersensibilité côtoie l'hyperréactivité, l'irritabilité. C'est comme s'il n'y avait pas de filtre à l'entrée ou pas de filtre à la sortie, où tu réagis de manière excessive ou totalement évitante ou passive à des choses qui, pour le commun des mortels, sont globalement gérables parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc des petites frustrations du quotidien peuvent prendre une ampleur énorme chez les gens qui ont un TDAH, ou bien certaines émotions qui a priori sont suscitées par des éléments familiaux, relationnels, personnels, qui pourraient susciter par exemple de la tristesse ou de la colère, eh bien on voit certains patients mais qui sont complètement en dehors, quoi. Ils ont l'air de passer à côté comme s'il ne se passait rien. Et donc le TDAH, c'est ça. Dysrégulation intentionnelle, dysrégulation émotionnelle, et puis alors tu as tout le cortège alors de manifestations comportementales, de souffrances que ça peut susciter, dépression, insomnie, abus de substances, etc. Okay. Donc, voilà. Merci pour cette explication très claire. De rien. Il y a beaucoup de gens qui... Quand je me suis un peu informé sur le sujet, surtout en parlant avec mon entourage, j'essaie le plus possible de questionner des gens qui ne sont pas dans le milieu forcément médical ou paramédical. Et ce qui me vient aussi beaucoup, c'est... Mais, en fait, une fois que tu es diagnostiqué, admettons, TDAH, il y a aussi la question du traitement. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal d'être médiqué ? On parle souvent d'un médicament en particulier, la rilatine, et puis tous les versants que ça peut faire. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce sujet ? Alors, savoir si c'est bien ou mal, ça, c'est pas mon boulot. Ça, je suis pas philosophe, je suis pas curé non plus, donc je suis pas la morale. Par contre, c'est efficace. Donc, notre métier, c'est du bricolage. Donc, on doit, avec chaque situation, essayer de faire le mieux
en tout cas en termes d'efficacité, le moins mal possible. Et il y a toute une série de possibilités thérapeutiques, le médicament en fait partie, qui ont montré une efficacité. Et par déduction, on peut imaginer que la personne en face de soi pourra en profiter aussi. Donc tout est toujours aussi une question de savoir quel traitement proposer à quelle personne, son adhérence, ce qu'elle va en faire aussi. Tu as des TDAH que tu vois que pendant le blocus, ils viennent te voir en disant voilà, j'arrive pas à étudier, il me faut de la rilatine. Et puis tu as des gens qui ne sont pas du tout dans cette temporalité où ils doivent absolument produire quelque chose, qui disent j'en peux plus d'avoir plein d'idées en tête, ça me bouffe la vie, j'arrive pas à dormir. Ce sont deux possibilités. Sur papier, on pourrait proposer de la rilatine. Mais je ne vais jamais donner de la rilatine à un étudiant en blocus. Ce n'est pas pour lui taper sur les doigts, mais c'est lui dire que ça ne va pas marcher. C'est tout. Dans le deuxième cas, là, on est quand même plus dans un moment où c'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer. Donc, tu vois, ça dépend de plein de choses, de l'intensité des symptômes, de l'adhérence du patient, de sa compréhension aussi. Donc, il y a plein d'éléments. Mais il ne faut jamais rejeter comme ça en disant... un médicament c'est mal, ou un médicament c'est la preuve qu'on choisit la solution de facilité. Ça, c'est bullshit, c'est pas vrai. La plupart des patients à qui je propose le médicament, ils ne sont pas contents de le prendre. Ils aimeraient qu'il y ait autre chose. Et personne n'aime prendre des médicaments. Donc voilà, il y a rien quoi comme autre chose si jamais il n'y a pas les médicaments? Quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs. La psychoéducation, la psychothérapie, il y a plein d'approches psychocorporelles, par exemple. Moi, je dis toujours que les TDAH, ils pensent trop avec leur tête. Et il faudrait qu'ils puissent un peu, pour certains d'entre eux, apprendre à penser avec leur corps aussi. Et les approches de méditation, ça marche plutôt bien, l'hypnose aussi. Des approches aussi axées sur le bien-être au quotidien, la qualité de vie, des mesures d'hygiène de vie. Donc, il y a plein de trucs à faire. Et en général, on essaye un petit peu, comme je te disais, c'est du bricolage, on fait un peu de tout et on essaye de capter un peu la dimension vraiment pathologique de la personne au moyen de propositions thérapeutiques. Et on en discute, c'est de la négociation, un traitement toujours. Voilà. Et là, tu as quand même un éventail de possibilités qui sont toutes à personnaliser, donc en fonction vraiment de la personne en face de toi et de ce qu'elle a envie d'y mettre et du problème qu'elle a envie de gérer en premier, peut-être. Oui, donc de gérer en premier, tu parles du sens... parce que tu l'as bien défini sur deux aspects. Tu vois, le TDAH étant un problème de régulation d'abord attentionnelle et puis émotionnelle, c'est assez... je trouve que ça représente parfaitement bien, en fait, les patients qui peuvent vivre ça. Et comme tu le disais... être incarné dans son corps aussi, ça aide énormément, quoi. Le fait de pouvoir simplement démarrer une thérapie ou de démarrer un suivi psy et t'aligner par rapport à ce que tu ressens, ça apaise énormément aussi et ça peut faire partie du lot de traitements, entre guillemets, qui pourrait convenir. L'autisme. Ouais. On en parle? On en parle ou pas? Faut vraiment en parler? Allons-y. Dis-moi, ça fait partie du lot des vidéos TikTok à succès, de la même manière que le TDAH. T'es pas un spécialiste forcément, j'imagine, mais bon, tu le rencontres quand même beaucoup. Surtout, il y a eu quand même un boom de diagnostics de personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, tout comme par rapport au TDAH aussi. Comment tu définirais ce trouble pour un enfant de 6 ans? C'est-à-dire moi, à nouveau. Alors, l'autisme, pour le moment, c'est un truc qui fait énormément de débat parce que, pour revenir, je reprends ta question, mais pour revenir à ta question sur l'autodiagnostic, une des grandes motivations de l'autodiagnostic dans l'autisme, c'est justement que les critères diagnostiques ou que la définition est après certains groupes de pression, certains groupes de personnes qui s'instaurent autistes, peut-être avec raison, neurodivergentes, neuroatypiques, contestent vraiment à la fois la validité, la fiabilité du diagnostic qui est élaboré par le monde scientifique. Et il semble que de plus en plus, et c'est pas faux, les critères qu'on utilise, à savoir les difficultés relationnelles, les difficultés à élaborer des compétences, des routines quotidiennes, et
à certains égards d'hyper-focaliser sur certaines d'entre elles uniquement en ayant cette difficulté à élargir le spectre, donc c'est ça un peu l'autisme, eh bien ces manifestations, ces critères sont de plus en plus critiqués parce que, par exemple, on a tendance, nous, médecins, à investiguer la possibilité, je t'assure, on le fait quand même malheureusement un peu trop, à considérer avec notre regard, souvent d'homme, que l'autisme, c'est s'intéresser aux ordinateurs et aux bagnoles. Donc on pose toujours la question, alors, vous aimez les ordinateurs? Ouais, je suis un geek, ok. Ok. Et alors, ils utilisent beaucoup de métaphores de bagnoles, d'avions, etc. Alors, ok, autisme, mais chez les filles. Et il y a même des études qui montrent qu'il y a un thème, par exemple, qui sort beaucoup dans ces sujets comme ça, un peu d'hyperfocalisation des femmes autistes, c'est les chevaux, c'est les poneys. Tu vois, on ne pose jamais cette question-là. Alors qu'on pose la question des ordinateurs, les geeks, hop, on a tout de suite l'image d'un mec en tête, et les bagnoles ou les avions, des trucs comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a de ce côté-là une vraie reconsidération à faire de ça peut être quoi l'autisme. Mais pour le moment, on est un petit peu dans la panade, parce qu'on ne sait pas trop. Et donc, toutes ces nosographies, donc toutes ces classifications de maladies ont tendance à véritablement beaucoup bouger. Et quand je disais tout à l'heure que le diagnostic, ce n'est pas qu'une suite de critères, le DSM, dans sa dernière version, le dit vraiment. C'est que voilà, il y a les critères d'autisme qui sont ceux que j'ai cités là tout de suite, mais soyons très prudents. On est peut-être au début de quelque chose. On s'est peut-être planté sur les critères parce qu'ils sont peut-être trop normés. Et puis, il y a cette question aussi que j'évoquais tout à l'heure, c'est que justement, dans l'autisme et dans l'autodiagnostic, il y a toujours cette question, est-ce qu'on va chercher une identité ou est-ce qu'on va chercher un trouble? Et là aussi, les choses sont parfois très mouvantes. Et quand même, il faut reconnaître que bien souvent, c'est une question d'identité qui apparaît en consultation. On est en train de construire une consultation des troubles du neurodéveloppement dont fait partie l'autisme. Et dans les patients qu'on reçoit par rapport à cette possibilité-là, il y a question d'identification à un groupe, d'identification à un mal-être, qui dépasse allègrement le cadre de c'est une maladie, tu vois. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas entendre ça en disant non, nous on s'occupe pas d'identité, aller voir un philosophe, un sociologue, un anthropologue. Non, mais c'est juste qu'il faut qu'on négocie un truc qui puisse fonctionner des deux côtés, que nous on est là pour élaborer des traitements à partir de troubles décrits et eux sont peut-être là pour mieux se comprendre en termes d'identification ou d'identité. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui viennent s'entrechoquer par rapport à l'autisme et je suis sûr que tu allais me poser la question de savoir mais comment est-ce qu'on peut faire un autodiagnostic quand on est autiste? Alors je te répondrai aussi tout de suite. Vraiment. Non mais si, on pourrait tout à fait dire que si une personne qui s'autodiagnostique comme autiste n'a justement pas les compétences parce qu'elle est autiste pour se diagnostiquer. Mais ces personnes vont nous dire oui mais c'est bien joli ce que vous dites, mais nous sommes les seuls à avoir l'expérience de la vie d'autiste, donc c'est nous qui sommes les experts de nos expériences. Et c'est ce qu'on appelle le biais herméneutique, où nous, on a des standards, où on a nos critères, parfois un peu masculinistes ou très, très genrés parfois, mais en tout cas médicaux, qui font qu'une personne qui serait autiste, parce que les critères ont été définis par des gens qui ne le sont pas, ne pourrait pas du tout s'y retrouver. Donc la question de l'autodiagnostic et de l'énorme vitalité des groupes de personnes qui se disent autistes sur le net avec des propositions d'autodiagnostic ou des facilités pour accéder à ce type de démarche. C'est énorme, hein, les gens qui s'identifient à ces groupes-là. C'est très impressionnant. Donc à nous aussi d'en tenir compte dans des approches. Mais c'est quand même compliqué. Un diagnostic, il faut quoi? Il faut être quand même un peu imperméable au biais cognitif. Il faut avoir un jugement suffisamment adéquat ou objectif, je dirais, pour sortir de cette démarche où finalement c'est un peu circulaire. Ouais. Donc je pense que je suis autiste, donc je vais aller chercher des ressources qui me disent que je suis autiste dans une sorte de biais de confirmation. Tu vois. Peut-être parce qu'il y a des capacités de jugement qui ne sont pas là, ou peut-être parce qu'il y a une souffrance. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas interroger, qu'il ne faut pas prendre en compte, qu'il ne faut pas aider, évidemment, mais quand même peut-être sortir un petit peu de ce
de ce fonctionnement un peu circulaire, un peu tautologique comme ça. Et donc, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui viennent avec leur diagnostic, là où c'est parfois compliqué, c'est ceux avec qui on peut danser sur la tête, tourner autour en disant non, vous n'êtes pas autiste. Ils vont sortir du cabinet et seront encore plus convaincus d'être autistes. Donc voilà, mais c'est aussi ça que vous pouvoir reconnaître, pouvoir travailler. C'est de dire, mais écoutez, madame, monsieur, moi, selon mon expérience, selon ce que je sais, ce que j'ai appris, je ne vous mettrai pas dans la catégorie autisme. Pourquoi est-ce que vous n'adhérez pas à mon diagnostic ? Et c'est là que toute la question de l'identité entre en jeu aussi, et peut-être aussi du besoin de reconnaissance un peu, d'être vu, d'être entendu, ça dit beaucoup. C'est là qu'il faut effectivement faire ce shift, essayer de voir quelle est la fonction du diagnostic, tu vois, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça fait sens parce que j'essayais de penser ça me faisait penser à deux personnes qui me venaient en tête. L'une est une personne dans mon entourage qui a été diagnostiquée sur le spectre et qui est très très jeune. Et lorsqu'on en parlait, qui me disait combien elle était un peu embêtée de voir combien ça avait un essor et combien ça avait un succès assez grand. Et que beaucoup de gens, en fait, ce dont tu parles, s'identifiaient presque au TSA et presque le brandissaient comme un étendard. Ce qui desservait un petit peu sa cause à elle, où elle estimait, on disait, mais ça veut dire que dans tous nos aménagements, etc., eh bien, lorsqu'on essaie parce qu'elle fait toute une série, elle a grandi en ayant toute une série de suivis psy qui l'ont presque... Enfin non, entraîner, c'est pas le bon terme, mais qui l'ont permis d'acquérir toute une série de conventions sociales et de les internaliser, et de se dire « Ah, mais je fais tout un travail, c'est génial, mais j'ai l'impression que ça déforce complètement la manière dont je suis perçu par la société. » Lorsque je vais le dire, d'ailleurs, je le dis très peu, parce que j'ai l'impression que les gens vont m'étiqueter comme un petit peu la personne qui est chiante, parce que ça y est, elle va justifier son comportement en disant qu'elle est autiste. Et à l'inverse, d'autres personnes qui me disent justement « Oh non, ça y est, on doit s'adapter à ce type de personnes. » Comment tu te situes ? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? J'ai pas envie de plomber le truc aussi et de revenir avec des trucs scientifiques et machin, mais il y a quand même tout un courant de la recherche qui tend justement à dire que les vrais autistes, entre guillemets, c'est ceux qui justement sont incapables de s'autodiagnostiquer. Donc, et qui disent d'une certaine manière que quand on a la compétence d'introspection, quand on a une capacité de raisonnement, quand on est imperméable au biais cognitif, et qu'après tout ça on se dit autiste, c'est qu'il y a un bug un peu quelque part. Donc, mais de nouveau, c'est à interroger, peut-être que dans 20 ans, on sera tous autistes, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, ça peut limiter un accès à peut-être des soins à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais dans tous les cas, même quand je suis étiqueté, tu l'as dit gentiment, un spécialiste de 2-3 trucs et spécialiste du TDAH, mon but, c'est vraiment pas de catégoriser les gens, c'est de se dire, tiens, c'est peut-être une grille de lecture supplémentaire, de traitements complémentaires qui peuvent marcher. Mais une fois qu'on a mis l'étiquette, c'est comme un post-it. Après, il faut l'enlever, hein, absolument, parce que sinon, tu t'identifies en effet au diagnostic et tout ce que tu fais dans la vie dépend de ce diagnostic. Donc, c'est encore plus difficile de s'en détacher. Et donc, on a devant soi une personne avec un TDAH ou avec un TSA qui peut évidemment contaminer la vie quotidienne, c'est une évidence, mais dans notre vision un peu médico-médicale, derrière ça, tu as une personne qui finalement a cette possibilité de sortir de cette identification, de sortir de cette pathologie par des aménagements, en tout cas d'apaiser les symptômes. C'est possible. J'imagine qu'il y a plein de questions qui doivent vous venir en tête à la suite de notre échange. N'oubliez pas qu'il y a des QR codes où vous pouvez poser vos questions. Pierre, il y a une réflexion qui nous est venue avec l'équipe quand on travaillait sur l'émission, notamment avec des amis psy. Tu vois, avec l'ère du Covid, on a vu un peu l'essor des vaccins, les industries un petit peu pharmaceutiques qui ont déployé toute une série de médicaments, de vaccins pour pallier
au Covid. Alors, je ne vais pas rentrer dans des discussions attention, et te placer aussi dans une situation compliquée en tant que médecin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la promotion de certains troubles, quand je pense au TDAH, je pense aussi à la dépression, et en fait, c'est parce que c'est lié aussi à toute une industrie pharmaceutique qui pousse un peu à l'utilisation, la promotion de certains médicaments, pour pas les citer, quoi. Je vais pas du coup les citer, mais faites vos recherches par vous-même. Parce que... Bah oui, évidemment, il y a de ça. Enfin, on est tous soumis à des pressions qui viennent du monde de l'industrie, du monde politique, et on est toujours au carrefour de différents intérêts financiers, marketing ou autres. Il faut être attentif à ça, il faut être attentif à ça, il faut avoir gardé son esprit critique. Mais il y a un contre-exemple, l'autisme, c'est soutenu par aucune industrie pharmaceutique, parce qu'il n'y a pas de médox pour l'autisme. Donc, c'est pas l'industrie pharma, le big pharma qui comme ça, nous utilise comme des petits pions. On est un peu poussé dans le dos, mais à nous de résister et quand même de se dire que pour moi, c'est pas un acteur prioritaire dans l'éclosion et l'essor de ces troubles. Je pense que c'est tout un processus dans nos sociétés hyper bouffé par le scientifique pur et dur, où le spirituel n'a plus beaucoup de place, où on va chercher des critères plutôt que des explications, où on ramène tout à des éléments médicaux, à pathologiser plein de trucs, alors que voilà, en fait, la vie, c'est dur, quoi. et c'est un truc parfois j'ai envie de dire, mais bon sang, la vie, c'est dur, et que pour autant, chercher des explications très rationnelles, parce qu'on est dans une société qui voudrait ça, c'est aussi peut-être passer à côté du fait que on est aussi humain parce que la vie est dure, quoi. Et y trouver comme ça des noms, des maladies qui expliqueraient que la vie est dure, c'est une fausse croyance. Mais c'est vrai que c'est une porte qu'ouvre un petit peu l'industrie pharmaceutique. À nous d'être quand même attentifs à ça et d'essayer de sortir un peu de ce carcan-là. Et donc de sortir de ces fameux critères et d'interroger le pourquoi du comment. Et là, parfois, le médicament n'est pas du tout utile et qu'on peut trouver d'autres chemins. Mais c'est vrai que l'essor du TDAH, il y a 20-25 ans, doit en partie ce mouvement à l'industrie pharmaceutique. Pourquoi pas, à la limite. L'œuf ou la poule. On est là-dedans, comme d'hab. Comme d'hab. C'est quoi ton rapport au DSM ? Mon rapport au DSM. Peut-être pour expliquer le DSM à notre BDSM, public. Mais je pourrais en parler aussi. Mais c'est un autre sujet. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques qui sort par... l'association américaine de psychiatrie. La dernière version est sortie en 2013 et puis ils font des sortes de rééditions. Ouais. C'est un peu la Bible des psychologues. C'est un gros bouquin extrêmement badant que je ressors pas très souvent dans mon activité de clinicien. C'est quoi ton... si tu veux que je dise pour ou contre ou bien ou mal, non, je pense que ça fait partie, un peu comme je disais tout à l'heure, d'une base qu'il faut quand même globalement appréhender et qu'il ne faut pas connaître. Il n'y a rien de pire, par exemple, que d'essayer d'expliquer aux étudiants c'est quoi un trouble mental et simplement leur taper les critères du DSM. Moi, j'ai eu ça à l'UNIF, c'était les cours les plus pénibles que j'avais, c'était les cours de psychiatrie, parce que tu avais des listes de critères. Je disais, qu'est-ce que ça fout là ? Non, c'est utilisé correctement, ça a du sens, c'est un outil quand même de communication entre professionnels. On a tendance aussi à schématiser le DSM, en effet, comme des listes de critères, mais à ne pas lire tout ce qu'il y a avant et à ne pas lire tout ce qu'il y a après. Il est écrit noir sur blanc dans le DSM que ce ne sont que des propositions de critères, que c'est bien plus compliqué, etc., etc. Donc, c'est une base. Moi, je pense qu'elle est utile. Le but, c'est d'intégrer ça dans une perspective plus large. Mais quand même trouver des moyens d'un peu mieux communiquer entre psychiatres qui, quand tu mets 2 psychiatres dans une pièce, ils ne sont pas d'accord, t'en mets 10, c'est encore pire. Donc au moins avoir quelques outils quand même de communication, c'est pas mal. Mais c'est très relatif, c'est effectivement un outil qui n'est pas une fin en soi, c'est un manuel qui t'aide
à un peu mieux appréhender certains diagnostics, mais c'est tout, mais c'est pas mal. J'ai lu, pour la petite anecdote en travaillant sur l'émission, tu parlais tout à l'heure des différents biais cognitifs quand on lit toutes ces descriptions et classifications liées aux troubles sur une jeune étudiante en psycho il y a des années qui arrive à son cours en bac 1 et leur professeur leur demande, peut-être tu la connais cette histoire, mais qui leur demande de prendre une feuille blanche et de dessiner sur cette feuille un arbre, une maison et une personne à côté, et de leur remettre cette feuille, au professeur. Le professeur la prend et il leur dit voilà, je vais faire une sorte de diagnostic sur base de votre dessin, de qui vous êtes, de votre histoire, de votre enfance. Et au prochain cours, je vous la ferai à partir de ça. Et donc il prend cette fiche et le cours suivant, voilà, il remet aux étudiants et étudiantes une petite enveloppe avec leur dessin et une description de qui ils sont, en fait. Et donc, il y a pas mal d'étudiants qui sont assez émus en lisant ça, qui se disent « Waouh, c'est fou !» Et puis l'étudiante qui tu la connais bien? Non, je connais pas, en plus. Elle est dingue, cette histoire. Et l'étudiante, elle se dit « Mais ok, ça me concerne, mais ça me... pas ouf. » Soit. Et puis le professeur demande aux étudiants, dit bah voilà, comment vous sentez? Il y en a qui se disent bah c'est assez c'est fou, c'est un peu ça me décrit totalement par rapport à ce dessin, par rapport à mon histoire, etc. Il dit ok, il continue à écouter plusieurs étudiants et à la fin il demande voilà, personne n'avait lu la description de ce qui avait été mis dans leur fiche, mais il dit voilà, est-ce que l'un des étudiants parmi vous, sorry, j'explique super mal, l'un des étudiants parmi vous peut... J'imagine la chute. Ah voilà, tu commences à l'avoir. Écoutez, ça va arriver, vas-y. Ça va arriver. Et il demande, tiens, est-ce que l'un d'entre vous peut lire un peu ce fameux diagnostic ou cette interprétation qui a été écrite? Et en fait, la personne lit, et l'auditoire se rend compte que tout le monde a reçu la même description, et ça les fait un petit peu un choc. C'est un effet assez connu en psychologie, l'effet Barnum, et il y en a pas mal pour décrire un petit peu cette sensation je pense que les médecins le connaissent vachement quand ils étudient au courant de leurs études, mais de se dire mais en fait j'ai cette maladie, j'ai ce trouble. Quand je lis les différents symptômes, j'ai des obsessions, les voici les miennes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui me faisait penser, est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu sujet à ce biais lorsqu'on regarde en fait sur TikTok toutes ces vidéos et qu'on se dit mais en fait oui, c'est complètement moi, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison, c'est une belle histoire déjà, bravo. Mais le biais cognitif que tu expliques est tout à fait juste. Et ça, c'est aussi un des défauts des médecins, c'est qu'on se fait une intuition, une hypothèse, et on va aller évidemment chercher des symptômes ou des caractéristiques qui viennent confirmer notre première hypothèse. Donc c'est tout le boulot aussi d'apprendre aux étudiants qu'un raisonnement clinique, ça passe par les mécanismes de la pensée, c'est-à-dire que d'abord tu élabores des concepts, puis des propositions, puis des schémas cognitifs autour de ça. Et donc il y en a qui ont une pensée convergente, d'autres une pensée divergente. L'idée, c'est quand tu as un mécanisme de pensée qui est très convergent, de toujours essayer d'un peu diverger, tu vois, et quand tu diverges, un peu converger. Donc, il y a des techniques un petit peu de structuration, de remédiation cognitive pour aider parfois même les médecins à sortir un peu de leur schéma cognitif qu'ils ont tendance un petit peu à affirmer, mais pas du tout à interroger. Ouais. Mais ouais, c'est un biais bien connu que entre autres, on disait le biais de confirmation, c'est que on va chercher les choses qui viennent confirmer notre hypothèse et pas qui viennent la bousculer ou l'interroger. Et ça, sur les réseaux sociaux tout le temps. Quand tu amènes un truc et qu'une autre personne n'est pas d'accord, c'est pas juste. Il y a même parfois des grosses émotions comme ça qui arrivent. Donc, oui, c'est un biais sur lequel il faut être très, très attentif. Et parfois, tu peux passer à côté de trucs, même en psychiatrie, où tu es tellement convaincu que quelqu'un devant toi présente une dépression sévère, mais entre guillemets rien d'autre, c'est déjà pas mal, mais rien d'autre. Et
tu t'es même pas posé la question de savoir s'il a des délires, des hallucinations, s'il y a d'autres bazar. Et parce que tu es tellement sur ton diagnostic, quoi. Donc là, il faut faire attention, c'est vrai. Peut-être que c'est là où l'intérêt de travailler en pluridisciplinarité aussi, surtout en tant que professionnel de la santé, c'est tellement intéressant et important. Oui, et d'autant plus de mixer les différentes perspectives. Voilà. Hein. Le médecin, son but, c'est de faire une enquête. Il doit chercher des indices pour trouver la réponse. Mais voilà, il fait que ça. La perspective plus globale, d'autres approches permettent vraiment alors d'étendre un peu le spectre, à condition aussi qu'on s'entende bien. Et ça, c'est l'interdisciplinarité, c'est d'accepter qu'une autre profession n'a peut-être pas le même objectif que toi. Par exemple, t'es médecin, t'es psychiatre, tu vas essayer de gérer des symptômes, les diminuer, les améliorer ou quoi. Tu peux avoir un ostéopathe qui lui, n'aura pas cette vision-là. Et alors, parfois, on ne s'entend pas bien en disant ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton truc d'ostéopathie ? C'est quoi que tu vas améliorer ? La personne. La personne, ça ne veut rien dire. Nous, on améliore ça. Et donc, des discussions sans fin, alors qu'on a ce qu'on appelle des épistémologies différentes, et c'est très bien, quoi. On arrive doucement à la fin de l'émission. Les amis, j'imagine que vous avez toute une série de questions que vous avez posées. On va doucement checker ça. T'es prêt, Pierre ? La liste est longue de nouvelles questions. Oh mon Dieu. Alors, première question qui est intéressante. Quand on est mentalement au fond, a-t-on vraiment beaucoup de marge de manœuvre ? Le développement personnel, par exemple, n'est-il pas pour les gens déjà heureux ? Attends, tu répètes un peu, donc le développement ? Quand on est le développement personnel, tu vois. Okay. Donc, et donc, quand on est au fond du trou, est-ce qu'on a beaucoup de marge de manœuvre ? Pour s'en sortir tout seul ou je suppose. En tout cas, ces gens, je ne les vois pas, puisque moi, je suis psychiatre et je vois des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'aide, peut-être pas besoin de moi, mais besoin d'aide. C'est tellement compliqué. J'aimerais parfois dire oui, non, tu sais, je t'assure, mais oui, il y en a qui s'en sortent tout seuls, il y en a qui s'en sortent spontanément, il y en a qui s'en sortent en lisant des bouquins de développement personnel. S'il y en a autant, c'est que ça marche, hein, donc il ne faut pas tout discréditer non plus. Donc, ouais, c'est possible de s'en sortir tout seul. Il y a quand même certaines situations extrêmes où là, on est... dans la psy, c'est peut-être un peu compliqué, mais comme c'est un truc qui concerne nos vies, on a tous l'impression d'être des psychologues, en fait. Hein, et donc, il y a un truc à savoir, c'est qu'en fait, la souffrance, elle est dimensionnelle, mais à un moment, elle est catégorielle. Alors, catégorielle, ça veut dire qu'à un moment, les gens sont tellement mal que ça devient une vraie catégorie. Moi, je suis convaincu de ça. Et tu as ça pour l'autisme, tu as ça pour la dépression, le TDAH, et même en psychiatrie médico-légale, ce que je fais aussi par ailleurs, tu as des psychopathes qui sont dans quelque chose d'assez dimensionnel, et puis quand ça devient vraiment majeur, c'est une catégorie. Et quand ça devient vraiment du catégoriel, quand tu vois un début, une fin, des critères bien clairs, là je pense que tu es dans une vraie situation médicale. Ouais. Là, ça parle un peu plus aux médecins. Le dimensionnel, ça concerne la personne, la société, et donc là, on doit être à plusieurs. Mais parfois, on doit aussi être à plusieurs dans la catégorie, mais là, le médecin a sa place, tu vois. Donc voilà, quand on est dans quelque chose un peu plus dimensionnel, quelque chose où on est comme ça sur quelque chose d'un peu graduel, là, je pense qu'on peut s'en sortir seul, mais parfois, à l'extrême, là, de l'aide extérieure est nécessaire. Ok. C'est un petit peu en lien avec ta première réponse, enfin ta réponse de maintenant, mais il y a une question qui dit, dans le cas de diagnostic de troubles lourds, comment garder le pouvoir sur son diagnostic et ne pas le subir, en fait ? Ouais, ça, enfin, toutes les questions sont bonnes, mais c'est la question essentielle, c'est que... on a développé, je travaillais avant dans un hôpital psychiatrique, et on a développé cette théorie des 5 premières minutes pour les gens qui viennent hospitalisés sous contrainte. On appelle ça la mise en observation. Donc des gens à qui on impose une hospitalisation parce qu'ils seraient dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Et même là-dedans, notre boulot aussi, c'est de toujours laisser une place à l'autonomie. Et comme ça, de se dire, tiens, en quoi la personne devant nous aura la possibilité d'amener un choix, de prendre une décision. Alors au début, tu as parfois une confusion, hein, les gens pensent vraiment complètement à l'ouest. Hein, et donc là, les marges de jugement rationnel sont très limitées, mais
on a par exemple utilisé l'architecture des lieux. Quand tu arrives dans une unité de mise en observation, tu n'as pas un couloir qui te dit voilà, ta chambre c'est là-bas au fond. Non, on a fait en sorte que l'hôpital soit de manière architecturale conçu pour que la personne ait le choix d'aller à gauche, à droite, tout droit dans sa chambre, à gauche où il y a des gens, à droite où il n'y en a pas. Et donc l'idée toujours est de se dire ce qui compte c'est l'autonomie de la personne et comment nous, à défaut de la personne elle-même, on peut valoriser cette autonomie. Et donc, c'est pas parce qu'on est complètement à l'ouest, parce qu'on est en plein délire maniaque ou quoi, que on n'est pas responsable, qu'on n'est pas capable de poser des choix, de dire j'ai pas envie de manger ça, je préfère manger ça. C'est déjà un choix, tu vois. Et ça, il faut pouvoir valoriser. Et notre métier, c'est ça, c'est pas prendre la place de la personne, mais essayer de trouver les forces à tout moment pour les valoriser. J'adore ta réponse. Je valide. Chouette. Il y a vraiment des super questions. Il y en a une qui vient de tomber par rapport à la génétique dans ces différents troubles. En quelques mots, est-ce que tu as des inspirations issues de la littérature scientifique? Qu'est-ce que la génétique dit par rapport c'était d'ailleurs un brin du début de ta carrière. Par rapport à ces différents troubles, que ce soit TDAH, le spectre de l'autisme, mais bien plus, la dépression aussi. Il faut déjà faire la différence entre l'hérédité et la génétique. Donc, il y a une forte part héréditaire dans les troubles, alors qu'ils peuvent être très importantes pour certains troubles comme l'autisme, par exemple. Troubles bipolaires aussi, un peu moins pour les troubles anxieux ou la dépression. Mais il y a clairement une part héréditaire essentielle. Et ça, c'est par exemple des études d'adoption qui ont été faites, en particulier en Scandinavie, où ils ont des registres monstrueux. Dès qu'on est en Scandinavie, l'État sait tout de toi année après année. C'est plutôt cool, en tout cas pour les études. Et donc, on voit que les personnes qui ont été adoptées dans des familles, mais dont les parents biologiques présentaient telle ou telle maladie psychiatrique, les présentaient même dans leur famille d'accueil. Tu vois. Donc, il y a une question l'aspect héréditaire, c'est prouvé, c'est sûr. Alors, quand on parle des aspects plus génétiques, ouais, tu l'as dit, j'ai commencé par faire des recherches en génétique. Je souris parce que j'avais l'impression à l'époque qu'on avait trouvé le gène de la dépression. J'y croyais vraiment. Hein. Bon, j'étais un peu jeune, un peu con, mais... et non, je ne pense pas qu'on trouvera, mais il y a une multitude de gènes qui chacun peuvent un petit peu augmenter la sensibilité à présenter peut-être un trouble. Et donc, c'est pas définitif. C'est pas parce qu'on est dans une famille, par exemple, de personnes bipolaires ou dépressives ou autres, qu'on va devenir dépressif ou bipolaire. Le contexte, l'environnement joue un rôle essentiel. Mais c'est vrai, et ça, c'est parfois un peu difficile à expliquer ou à accepter, mais c'est qu'il faut le plus tôt possible, dans la vie de la personne, quand ils sont gamins, quand ils sont ados, rechercher des facteurs de risque. Et c'est pour ça que parfois... Psychoéduquer sans doute un peu. Psychoéduquer, tu as raison. Et une des recherches qu'on fait actuellement à l'UNIF, c'est essayer de détecter des marqueurs précoces biologiques, cliniques, qui feraient que celui-là, quand même, à 12 ans, il a telle et telle manifestation. C'est quand même quelqu'un qui a un risque plus élevé de développer tel ou tel trouble, eh bien, mettons en place, par exemple, de la psychoéducation, des stratégies cognitives pour pouvoir éviter que ce risque soit avéré, tu vois. Là, il y a une grande démarche qui est parfois compliquée parce qu'il y a le risque de stigmatisation. Hein. Dire à un gamin de 8 ans, t'as quand même 8 chances sur 10 ou d'être psychopathe, pas cool, quoi. Mais donc, il faut y aller quand même de manière un peu plus raisonnable et en termes de com et autres. Mais voilà, il faut... Et ce que j'aime bien avec ce que tu dis aussi, c'est que il y a des années, j'avais lu c'était un article d'une psychiatre qui avait dit... par rapport à différents troubles, que ce soit la dépression profonde et qui est un peu sévère, hein, que certaines personnes pourraient avoir, ou même les troubles bipolaires, etc. Il faut imaginer que c'est 2 verres que tout un chacun pourrait avoir, enfin un verre, disons. Et certaines personnes ont des prédispositions, avec un verre qui est plus ou moins rempli et d'autres avec un verre un peu moins rempli. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte de vie qui est le tien, tu pourrais vite déborder.
et décompenser. Alors qu'en fait, il y a toute une série de personnes qui pourraient aussi décompenser. Mais les défis de vie qui seraient les leurs pour pouvoir décompenser sont un peu nombreux. Et j'ai bien aimé cette analogie parce que ça jouait un petit peu sur ce que tu disais par rapport au propre pouvoir de chacun et l'autonomie. Il y a tout un contexte qui peut être mis en place pour favoriser en fait ton bien-être et aussi ta capacité à pouvoir... c'est tout cette notion de rétablissement, d'empowerment qu'on essaie de valoriser, c'est de pouvoir remettre aussi dans les mains de la personne ces facteurs d'évolution, ces facteurs de bien-être. C'est pas dire allez débrouillez-vous, non, c'est vraiment les accompagner dans ce processus où eux-mêmes définissent un petit peu quels sont leurs objectifs. Hein, tu sais on a longtemps considéré qu'une hallucination c'était un symptôme. Non, c'est pas un symptôme. Oui. Hein, parce que tu as plein de gens qui vivent avec des hallucinations mais qui n'en souffrent pas. C'est pas pour autant que d'autres ont le droit de pouvoir avoir moins d'hallucinations parce que ça les fait souffrir, hein, bien sûr. Mais en soi, c'est pas d'office un symptôme. Et donc, c'est qu'est-ce qui fait sens pour la personne et c'est vraiment là, dans cette négociation, dans cette interaction qu'on trouve un petit peu des marges d'évolution. On parle souvent de TDAH, mais pas trop souvent du TDA sans le H. Comment tu places les différences de symptômes, de comportement sur ce propos? Est-ce que le diagnostic est semblable ou vraiment pas du tout? Oui, d'après le DSM, pour avoir le H, il faut, en tout cas chez les adultes, avoir 5 critères sur la liste des critères d'hyperactivité. Mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. TDA ou TDAH, pour moi, c'est la même chose. C'est aussi de la dysrégulation émotionnelle, aussi de la dysrégulation attentionnelle. C'est juste dans la manière de le présenter que c'est un peu différent. Quelqu'un qui est hyperactif au sens du TDAH, du DSM, c'est quelqu'un qui a plus de signes comportementaux, ça se voit plus. Mais dans la tête, c'est la même chose. Hein, que tu le montres ou que tu ne le montres pas, c'est le chaos, c'est le bordel dans la tête. Donc, je pense que la plupart des adultes, c'est des TDA. Ils ne sautent pas sur mon bureau pendant la consulte. Mais voilà. Pour revenir à ta question, la question qui a été posée juste avant, la relation, c'est d'office du soin. Tu vois, je pense que si... soigner la relation, vraiment en petits oignons, c'est déjà du soin et le soin passe d'office par la relation. Ça, c'est pas faire autrement. Et ça, il y a des milliards d'études, c'est ce que je fais en psycho avec les étudiants. Si la posture du médecin, la posture du patient, ça, avec le même algorithme de traitement, tu peux être totalement... foireux ou totalement compétent. Ce qui compte, c'est la relation. Et c'est de pouvoir, comme je disais, comprendre le cadre de référence de la personne en face de toi et puis essayer de dire, bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Même pour donner une aspirine. Hein. Donc, imaginer que tu puisses faire exclure la relation de toute ébauche de soins, c'est pas possible. Et c'est pour ça que certains patients disent ouais, le chirurgien il est très très bon, ok, il est psychopathe, il répond pas à ses messages, il vient pas me voir en chambre, mais c'est un bon chirurgien. Ok, non, c'est pas un bon chirurgien, enfin pour moi, hein, parce que si le type s'en fout complètement, à un moment ça va foirer. Et donc voilà, c'est juste pour dire ça, c'est que ce qui compte c'est d'abord élaborer une relation. Et c'est marrant parce qu'il y a une étude, quand j'étais en bac 1 de psycho. C'était il y a bientôt 10 ans, tu te rends compte? Je me vieillis de grave. Mais donc, toi, ta bac 1, c'était il y a combien de temps? Je sais plus, moi je suis déjà trop Disclaimer, Joker, je dis pas. Il y a 30 ans, plus de 30, 32. Il y a un point qui m'avait marqué d'un de nos profs en psychologie générale qui nous avait dit, vous savez, vous allez beaucoup étudier, vous allez faire plein de formations continues, mais vous savez ce qui fait la réussite ou la guérison de votre patient, c'est simplement, genre, c'est 70%, je me souviens plus du chiffre, mais c'était 60 ou 70% simplement s'ils sont à l'aise avec vous, s'ils sont en confiance. Puis 20%, c'est l'espace d'écoute et l'empathie que vous aurez avec. Puis 10%, c'est vos outils cliniques que vous allez leur partager. Et ça met beaucoup en perspective par rapport à
Ah ouais, à la relation un peu thérapeutique. Ouais. Bah ça montre bien. Enfin, je ne sais pas si c'est très scientifique ce qu'il Ouais, a dit, mais j'adhère un petit peu. Mais... Hein. Enfin, j'adhère, sur le fond, évidemment. Et tu vois, ça relativise aussi la question du diagnostic. Hein, tout à fait. Le diagnostic n'a finalement qu'une petite place. Et que ce soit un autodiagnostic, un hétérodiagnostic, finalement, tout ça, c'est une goutte d'eau dans ce qu'on construit ensemble. Mais ça peut être une première étape. On peut construire à partir de ce diagnostic. Et ça, c'est pas trop mal non plus. Hein. C'est vrai que ça conclut bien un peu l'épisode sur l'autodiagnostic. S'il y a un patient qui viendrait te voir, j'imagine que sur la question de l'autodiagnostic et de la précision d'un trouble qu'il ou elle aurait, en fait, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui se pose des questions, qui veut en savoir plus, parce qu'on cherche tous à se comprendre, de faire attention à la question de l'identification, ou plutôt l'identité, la symbiose qui se fait parfois avec les deux, et se dire, ah ok, en fait, moi je me l'attache, ça devient vraiment comme si je viens d'un pays, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est un petit peu ça, et il faut être vigilant par rapport à ça. Toute dernière question avant qu'on passe à la suite. C'est quoi la leçon la plus précieuse que tu as prise récemment dans le travail, que ce soit avec tes patients ou avec tes étudiants, dis-moi. La leçon que j'ai apprise, peut-être vendredi, je donnais le cours de psycho aux étudiants de Bac 1 et ils m'ont appris plein de trucs sur... je posais la question de savoir si la démarche scientifique était inductive ou déductive. Et ça a été l'occasion d'un débat de 20 minutes, une demi-heure en auditoire. C'était 300, je crois. Et chacun avait plein d'arguments. Et j'aurais même dit merci, j'ai appris plein de trucs. Parce que je trouve qu'il y a une telle possibilité de, quand t'es naïf de tout ce qu'ils vont avoir dans leur tête pendant toutes ces années, une capacité d'ouverture, une capacité de compréhension qui est beaucoup moins étriquée que la mienne ou de ceux qui ont fait médecine. Donc, cette capacité d'ouverture, franchement, j'étais super content de pouvoir à la fois bénéficier de ça et de pouvoir pointer ça en disant j'espère que vous serez encore comme ça dans 6 ans. Quoi. Et ça, c'est une super leçon que j'ai apprise. Ce qui me fait arriver aussi, par rapport à ce dont tu parles, au rappel, que ça soit... toutes les questions, on parlait d'autodiagnostic aujourd'hui. Notre épisode est aujourd'hui sponsorisé par Partenamut. Il existe toute une série de plateformes et de soutiens qui peuvent justement diminuer les frais de tous les suivis et les différents remboursements, que ça soit psy ou médicaux. N'hésitez pas à aller voir sur les sites, que ça soit là pour Partenamut, mais aussi pour les autres. Mais évidemment, Partenamut, c'est nous. Et j'ai envie de terminer l'épisode en te demandant aussi, par rapport à ce sujet, mais bien plus, je sais que tu es fan de ciné, est-ce qu'il y a une œuvre, que ce soit un film, que ce soit un livre, un podcast, il y a Psyché, ton podcast, mais autre podcast aussi, où tu te dis, tu le conseilles aux auditeurs, auditrices qui voudraient un peu en savoir plus sur l'autodiagnostic ou vraiment sur autre chose, si tu dis c'est vraiment pertinent. Il y en a tellement... j'aime bien les films d'horreur, mais c'est peut-être pas ça que je vais conseiller, parce que quoique... Il y a un truc qu'on fait de plus en plus dans les études, c'est ce qu'on appelle les humanités médicales, c'est d'essayer d'aider les étudiants à se projeter en situation d'être un patient, de comprendre la maladie, donc de cette projection-là, et les œuvres, qu'elles soient au ciné, des bouquins ou des disques, peuvent aider. Et ici, j'ai revu tout récemment un film de Lars von Trier qui s'appelle Mélancolia, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu, qui dans une première partie, c'est l'histoire d'une famille dont 2 sœurs, et il y a une planète, Mélancolia, qui viendrait s'effondrer, exploser la Terre. Alors je ne vous dis pas si ça va se faire à la fin ou pas, mais la première partie du film, c'est Kirsten Dunst, donc l'actrice qui est vraiment déprimée. Et la deuxième partie, c'est Charlotte Gainsbourg, sa sœur, qui joue sa sœur dans le film, et qui est vraiment super anxieuse. Et si vous voulez vraiment avoir une bonne idée de ce que c'est la dépression, de ce que c'est l'anxiété, il faut voir Mélancolia. C'est un exemple parmi d'autres, mais ce film est fantastique. Pierre, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Un grand plaisir partagé. Si vous n'en avez pas eu assez
évidemment, allez checker tous les différents podcasts sur la chaîne YouTube Aubin Azagira ou également sur Spotify, etc. Tout va être en ligne, vous en faites pas. Un tout grand merci à Partenamut pour le sponsor sur cette saison-ci, à toute l'équipe technique. Sans elle, je ne serais pas capable de vous produire tout ça, que ça soit Daniel à la réal, Raph et Diego en ingé son, mes co-auteurs et co-autrices, Colin, Liora, toute l'équipe technique, Anaïs. Merci à vous pour tous ces et Raissa d'ailleurs qui a soutenu sur le dernier épisode. T'as oublié personne? J'espère que j'ai oublié personne. Attention, c'est une catastrophe parce que je ouais, me dis mais si qu'il ou elle crie maintenant. Non, c'est bon. Je pense que j'ai oublié personne. C'était un plaisir de pouvoir vous proposer ces lives cette saison-ci et puis le reste affaire à suivre pour une saison prochaine peut-être. On peut applaudir le Dr Pierre Oswald.